et merci d'être avec nous, de nous rejoindre pour ce 5e webinaire sur la santé des plantes. Je vous rappelle que c'est un webinaire qui est organisé dans le cadre de la collaboration entre l'Académie d'agriculture de France et Agrénium, qui ont bien voulu accueillir la SNHF pour décliner ce colloque qui était prévu initialement au mois de mai et qui a été reporté du fait des conditions sanitaires. Donc, je vous rappelle également que les actes du colloque sont en ligne sur le site de la SNHF et que si vous désirez la version papier, vous pouvez l'acheter pour la somme de 20 € en le demandant dans la boutique en ligne. Donc, aujourd'hui, le secrétaire perpétuel de l'Académie d'agriculture nous a fait le plaisir de nous rejoindre et il dira quelques mots à la fin de cette séance. Et ainsi que Philippe, qui est le directeur, Philippe Kim-Bomblet, qui est le directeur de la communication. Aristide Boucaré nous a quittés parce qu'il avait une autre réunion et je ne veux pas manquer de le remercier pour ces 5 webinaires qu'il a conduits de main de maître. Alors, je vais vous présenter l'animatrice aujourd'hui, Marianne Delarue, qui est professeure à l'Université Paris-Saclay et elle effectue sa recherche au sein de l'Institut des sciences des plantes de Paris-Saclay. Elle étudie le développement des plantes dans les premiers stades au niveau cellulaire et moléculaire. Et ses derniers travaux concernent les processus de mort cellulaire programmée des cellules en réponse à des stress biotiques et abiotiques. Mais en plus de cette recherche, Marianne aime beaucoup l'enseignement. Elle est directrice de l'école doctorale du gène à l'écosystème, école doctorale qui comprend aujourd'hui, je crois, une centaine de thésards, ce qui fait beaucoup de travail pour suivre ces thèses, celles qui se passent bien et encore plus celles qui se passent un petit peu moins bien. Voilà, Marianne, je vais te céder la parole et te remercier par avance d'animer cette session. Bien, merci beaucoup Yvette. Donc, c'est un plaisir pour moi d'animer cette dernière session, ce dernier webinaire après une longue, une série toujours intéressante et bien organisée grâce à toi Yvette, que je remercie encore une fois. Donc, logiquement, ce dernier webinaire va être porté vers l'avenir, le futur, l'approche des nouvelles méthodes vers la santé, au profit de la santé des plantes, pardon. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter Alain Taupan. Donc, Alain a une carrière hybride publique-privée puisqu'il a débuté après des études de phytopathologie comme chercheur au CNRS. Et ensuite, il a intégré une société de biotechnologie en charge de projets de création de plantes transgéniques résistantes aux champignons pathogènes. Alain a ensuite poursuivi sa carrière au sein de différents groupes coopératifs. Il a été responsable du développement de maïs transgénique et il a ensuite dirigé une société de recherche en biotechnologie végétale spécialisée en transgénèse et génomique. Donc, Alain, j'ai le plaisir de vous passer la parole pour ce webinaire que j'animerai ensuite en faisant une synthèse des questions qu'il va, j'en suis sûre, susciter. Voilà, je vous laisse la parole. Voilà. Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci Marianne, merci Yvette et merci à la SNHF pour avoir organisé en remplacement du colloque cette série de webinaires. Dans cet exposé, je vais commencer en faisant quelques rappels de génétique qui ont conduit aux premières approches de l'amélioration variétale pour la santé des plantes. Je détaillerai les interactions plantes-parasites, alors non pas comme on l'a vu au travers de plusieurs exposés, mais surtout avec la vision du sélectionneur. Et je passerai ensuite aux approches de transgénèse et à l'édition des génomes, donc édition appliquée à la création de plantes résistantes aux maladies. Et tous ces sujets seront illustrés par des cas concrets. Hop.
La génétique, en fait, est apparue très tôt dans ces approches donc, pour obtenir des plantes résistantes aux pathogènes. Et dès la redécouverte des travaux de Mendel, c'est-à-dire au début du XXe siècle, Roland Biffen en Angleterre a commencé à travailler sur une F2, donc une descendance d'un croisement qu'il avait fait entre un blé anglais Red King sensible à la rouille jaune et puis un blé américain Rivet, variété résistante. Et il s'avère qu'il a montré que la résistance était un caractère récessif, héritable, et derrière ça, il a créé beaucoup de variétés qui ont été cultivées dans les années 20 et années 30 en Angleterre, le prototype étant Yeoman. Et c'est le premier exemple, je crois, d'utilisation de la variabilité génétique pour améliorer les plantes face à leurs parasites. Alors, je vais revenir sur les interactions plantes-pathogènes. Alors, peut-être avec une première remarque qui va vous surprendre, c'est que la résistance, finalement, c'est la situation la plus commune. Les situations de maladie sont beaucoup plus rares si on considère le nombre d'espèces végétales et le nombre de pathogènes, même si ce sont bien évidemment les situations qui nous posent vraiment problème. Ce qu'on peut observer, d'une part, ce sont des plantes qui ne présentent pas de symptômes, c'est-à-dire qui présentent une immunité, il n'y a pas de reconnaissance, il ne se passe rien. Des plantes qui ont très peu de symptômes, j'y reviendrai, qui présentent finalement une résistance complète, une résistance par hypersensibilité, parce qu'il y a des protéines dans la plante qui vont reconnaître des effecteurs d'attaque spécifiques du parasite et vont induire une résistance complète. Ces protéines R sont très nombreuses. On peut citer par exemple chez le riz ou la vigne, leur nombre est supérieur à 450. Cela dit, on n'est pas toujours dans des situations de résistance complète et on a des symptômes de la maladie qui se développent, avec les cas extrêmes étant bien sûr la sensibilité, on a une mort de plante, on a parfois des symptômes qui sont modérés, qui conduisent à une résistance partielle, et puis ensuite on a des symptômes peut-être un petit peu moins modérés, mais qu'on appelle tolérance, tolérance étant une situation où on a peu d'effet sur le rendement de la plante. Et finalement, qu'est-ce qui intéresse l'agriculteur ou le sélectionneur? Bien évidemment, la résistance complète, et ce sont les flèches mauves qui vous signalent tout ça, ou la résistance partielle, ou la tolérance. Quels sont les supports génétiques derrière ces résistances, qu'elles soient complètes ou partielles? Alors, les résistances complètes, ça a été étudié par Harold Floor avec un modèle de la rouille du lin. Il a théorisé l'interaction conduisant à la résistance complète. C'est une interaction qui est très spécifique, qui conduit à une réaction d'hypersensibilité, c'est-à-dire qu'autour du point d'entrée du parasite, il va y avoir une nécrose des cellules et ces parasites qui ont besoin de tissus vivants pour se développer, finalement, vont être complètement bloqués dans leur progression. Cette résistance complète, évidemment, elle est intéressante. Elle a quand même un seul petit problème, c'est que sa durabilité est incertaine et qu'elle peut être contournée en raison justement de cette spécificité. Alors, je cite deux exemples qui sont un petit peu deux exemples extrêmes. Le gène ARE, introduit dans le haricot dans la fin des années 50, montre une stabilité remarquable face à l'anthracnose du haricot, Colétotrichum, au moins dans les régions tempérées, alors que pour la laitue et Bremia lactuca, donc, on a une situation où un nombre de races important, donc 36 races connues chez Bremia, contourne très régulièrement les gènes de résistance qu'on a introduits. Alors, on a un réservoir d'une quarantaine de gènes, mais ça devient très compliqué de les utiliser. J'y reviendrai peut-être brièvement plus tard. À côté de ces résistances qualitatives et complètes, on a des résistances quantitatives qui sont polygéniques, qui sont partielles uniquement, mais elles ont un avantage, c'est qu'elles sont stables vis-à-vis des souches d'un pathogène.
sont partielles, mais surtout leur combinaison procure de la durabilité, et ça, c'est quand même quelque chose de très important, parce que finalement, aujourd'hui, on voit dans les orientations de la sélection, et c'est là où je disais l'œil du sélectionneur, il s'agit de combiner des gènes majeurs de résistance et une résistance de type quantitatif, et finalement, on va essayer de jouer sur les deux défis, c'est-à-dire améliorer la stabilité de la résistance des gènes majeurs, ils sont très bons, mais leur stabilité pose problème, et puis aussi améliorer le quantitatif, c'est-à-dire le niveau de résistance, donc de ces résistances partielles. Bien évidemment, on a besoin d'études préalables de caractérisation des gènes impliqués. C'est quelque chose qui va être parfois un petit peu notre fil conducteur. Et puis, tout ça va pouvoir conduire à des nouvelles variétés à résistance forte et durable. Ce n'est pas un simple concept. Ça a été fait notamment, si je prends l'exemple du colza, où on combine réellement les gènes majeurs et la résistance quantitative aujourd'hui. Alors, venons-en aux nouvelles méthodes. Alors, du nouveau, efficace, peu exploité finalement, ce sont les approches de transgénèse qui ont été développées essentiellement dans les années 90. Je rappellerai rapidement que la première plante transgénique, le tabac, a été obtenue en 1983 et que depuis, on a un développement commercial important sur un certain nombre d'espèces, du soja, du maïs, du cotonnier, de la betterave. Ce sont des cultures qui sont essentiellement résistantes aux herbicides et aux insectes. C'est 200 millions d'hectares chaque année, 26 pays de production et 70 pays dans lesquels ces productions sont exportées. À côté de ces cultures, on a de très beaux exemples de résistance aux maladies, et l'exemple peut-être le plus marquant, c'est le papayer résistant au virus des taches à nano. C'est une maladie qui est apparue à Hawaï en 1938 et qui a conduit à, grosso modo, une perte de 90 à 95% des surfaces parce qu'il n'y avait pas de remède. Et les universités de Cornell dans l'État de New York et d'Hawaï ont utilisé l'expression de la protéine de capside de virus pour obtenir des variétés qui sont très résistantes. C'est une papaye qu'on voit en bas à droite de la diapo qui est commercialisée aux États-Unis depuis 1998. Et quand on voit les photos au-dessus, à la fois d'un champ de papayer transgénique et d'un champ de papayer conventionnel, on imagine immédiatement les répercussions qu'avait la maladie en termes de rendement et de qualité. Alors, les exemples ne se résument pas au papayer, on en a une série. Le haricot, donc l'embrapa au Brésil, qui a travaillé sur le virus de la mosaïque. Un exemple très intéressant, c'est un prunier résistant au virus de la charca. Donc là, on est sur de l'arbre, on est sur du fruitier. Et ça a été fait par l'USDA aux États-Unis. C'est une marque commerciale Honest Wheat. Les courgettes, poivrons et tomates qui sont cultivées soit aux États-Unis, soit en Chine. Tous ces exemples montrent l'intérêt de la transgénèse pour protéger les plantes contre les virus et aussi l'efficacité et la durabilité de cette protection. Alors, les exemples se sont montrés moins intéressants dans le cas de bactéries ou de champignons. Pourquoi? Parce que si de très bons résultats ont été obtenus en conditions contrôlées, chambre de culture ou serre, il est apparu que les conditions climatiques des cultures au champ ont souvent amené à des résultats décevants parce que l'expression des gènes qui étaient utilisés était souvent mise à mal par ces conditions climatiques et il n'y a pas eu de développement commercial. On va passer maintenant à l'édition des génomes, donc technique encore plus nouvelle qui s'est développée, on ne le sait pas trop, à partir des premières plantes transgéniques où il s'agissait d'essayer de faire, je dirais, de l'interchangement de transgènes. C'était les premières études. Ça a très rapidement évolué donc pour modifier des séquences d'ADN des chromosomes, quelle que soit la plante conventionnelle ou transgénique, avec surtout un objectif, le faire d'une façon très précise et relativement
facilement et rapidement. Ces techniques sont en amélioration constante et il y a une grosse bagarre, notamment avec l'Asie, parce que là-bas, c'est le lieu d'une compétition mondiale scientifique et industrielle. Alors, on va retenir, pour être très simplificateur, le nom de la technique la plus connue, CRISPR-Cas, CRISPR-Cas9. Pourquoi? Parce qu'elle a valu le prix Nobel de chimie à Emmanuelle Charpentier, donc une chercheuse française, et à Jennifer Doudna, une américaine, qui ont découvert son principe de fonctionnement en 2012. Alors, pour venir sur l'utilisation qui en est faite, et ces différentes techniques, et notamment CRISPR-Cas, vont commencer par une première chose très importante. Il va y avoir une coupure qui va se faire dans la double hélice d'ADN. Et à partir de cette coupure, finalement, on peut avoir trois objectifs possibles. Le plus simple, celui qu'on a à droite, la cellule va utiliser ses systèmes propres de réparation de l'ADN, de réparation des coupures. Donc, on va avoir une réparation au hasard. On va perdre quelques nucléotides et finalement, on va obtenir une extinction de gènes. C'est ce qu'on appelle du knockout. C'est quelque chose qui est relativement facile. On va passer, à partir toujours de cette même coupure, à quelque chose qui est plus difficile. Il s'agit cette fois non pas de laisser la cellule faire la réparation, mais la contraindre un petit peu à faire une mutation dirigée avec une petite matrice d'ADN qui va pouvoir introduire une mutation au lieu de coupure. Et cette fois, on est vraiment sur de la mutation, on est sur de la modification de gènes, en fait, un peu sur de la création d'allèles. On appelle ça du knocking. C'est déjà plus difficile. Et puis, à l'autre extrémité, on va souhaiter finalement soit introduire un grand morceau d'ADN, on va dire un gène, soit remplacer un gène. Et cette fois-ci, c'est de l'insertion de gènes. C'est beaucoup plus difficile. C'est un niveau, on est loin du niveau de routine qui permettrait de l'utiliser en sélection ou dans un système industriel. Mais en tout cas, ça a déjà été réalisé en utilisant, dans ces deux cas, comme dans le cas du knocking, les systèmes de recombinaison homologues que la plante, que les organismes possèdent. Alors, toutes ces techniques, elles ont déjà été largement utilisées pour créer des plantes résistantes à des virus, à des bactéries ou à des champignons. On a de nombreuses publications, on a déjà des essais au champ nombreux, et notamment aux États-Unis. Je vais vous en montrer quelques exemples, des exemples de réalisation, commençant par les infections virales. On a eu de nombreux succès sur des espèces monocotylédones ou dicotylédones. À droite, un tableau là, résume, donc il est assez récent, je crois qu'il est du début de l'année, résume un certain nombre de réalisations. J'en citerai juste deux ou trois. C'est l'utilisation, l'inactivation de deux gènes nécessaires au cycle des potivirus, et on obtient ainsi une immunité contre différents virus. C'est quelque chose qui a été obtenu d'une façon assez simple. On passe des infections virales aux infections bactériennes. On est quand même sur quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Il y a finalement assez peu d'études qui ont porté sur des interactions plantes-bactéries, mais j'ai choisi deux exemples sur des espèces d'importance économique. Le riz d'abord, où la mutation du gène SWIT13 qui induit une sensibilité à Xanthomonas a conduit donc cette mutation à une résistance chez le riz. Et puis, autre exemple chez l'oranger, sur un arbre, cette fois, une délétion dans un promoteur de gène qui conduit à une résistance contre Xanthomonas aux États-Unis. Et au début de l'année, l'USDA a autorisé les plantations en verger de ces orangers en n'étant absolument pas réglementé, c'est-à-dire que ce n'est pas une autorisation, c'est simplement l'USDA a considéré que ces plantes n'entraient dans aucune réglementation. On va passer maintenant à l'exemple des infections fongiques. On prend donc ces trois types d'organismes qui sont responsables de maladies. Cette fois, c'est peut-être l'exemple le plus emblématique, c'est celui qui a été le plus montré. C'est l'exemple du blé. Le blé, vous connaissez, est constitué, c'est un hexaploïde,
constitué de 3 génomes A, B et T. Et il a été possible, à l'aide de CRISPR-Cas, de modifier les 3 homéoallèles, les 3 allèles MLO présents chacun dans un des génomes A, B ou D. Il a été possible donc de les modifier simultanément et d'obtenir la résistance du blé. Tout à fait à droite, vous avez une petite photo qui vous montre que tout à fait à droite, le blé est résistant. La même approche avec le même gène a été faite chez la tomate et vous en avez aussi une photo. Vous allez dire que c'est plus simple, la tomate c'est un diploïde, mais en tout cas ça a été réalisé avec succès. Et on a aussi des exemples chez le riz contre magnaporté. Donc voilà un certain nombre d'exemples. Je voudrais quand même montrer par ces exemples que des solutions efficaces sont obtenues, quel que soit l'organisme, donc virus, bactérie ou champignon, avec une mutagénèse dirigée qui va cibler des gènes connus, bien évidemment, qu'on doit caractériser précédemment, mais des gènes connus dans l'interaction plante-pathogène. Et donc, on a une modification qui est parfaitement maîtrisée. Je signalerai quand même une chose qui est souvent oubliée, c'est que pour assurer cette mutagénèse, on passe par un passage par une transgénèse, puisque tout le mécanisme qui permet de faire cette mutation est porté par une machinerie de transgénèse. Et même si à la fin, par ségrégation, on ne conserve plus que la mutation, plus d'ADN recombinant, plus de machinerie. Et selon les pays, on a des options très différentes par rapport à l'évaluation de ces plantes. On a des pays comme les États-Unis ou l'Argentine qui considèrent qu'à partir du moment où on a prouvé qu'il y a absence de tout ADN exogène, mais on n'a pas à soumettre ces plantes à une réglementation. Et j'ai oublié le chiffre exact, mais je pense qu'il y a une vingtaine ou une trentaine de plantes qui, aux États-Unis, sont hors réglementation et qui peuvent être donc cultivées comme des plantes tout à fait conventionnelles. Alors, ces techniques d'édition, elles sont adaptées à la création variétale de nombreuses espèces cultivées. Ce n'est pas simplement pour des résistances aux maladies, parce qu'elles s'adressent tout particulièrement aussi à des caractères qualitatifs. Et on en a de très nombreux exemples, bien sûr que je ne détaille pas. Il ne semble pas y avoir de limite d'espèce, c'est-à-dire que la seule limite connue réside dans la capacité ou non que l'on a à réaliser la transgénèse dans l'espèce particulière, et plus précisément dans les variétés élites de cette espèce. Et souvent aujourd'hui, ce sont les techniques de culture in vitro qui n'ont pas toujours été développées ou qui ont été perdues parce que ça a été, dans les années 80, un sujet de recherche important. Ça l'est beaucoup moins. Alors, peut-être on va revenir vers la sélection et finalement l'édition des génomes, comment peut-on l'utiliser? D'abord, je rappellerai que l'identification des nouveaux gènes, c'est vraiment un préalable, alors que ces gènes sont des allèles favorables présents dans des plantes cultivées un petit peu exotiques et on va suivre leur introduction par des marqueurs moléculaires. On peut aller aussi les caractériser dans des espèces sauvages apparentées, donc, mais on va éviter, même si c'est nécessaire pour phénotyper, pour caractériser ces gènes de résistance, de créer des hybrides interspécifiques parce que ça peut s'avérer très laborieux de les créer et de revenir vers une espèce cultivée, donc vers une variété élite. Je rappelle que l'introduction de gènes de résistance par hybridation est complexe, elle est parfois source de fardeau génétique, c'est-à-dire qu'on va amener des caractères de l'espèce sauvage qu'on ne souhaite pas, et ce fardeau génétique va venir avec les fragments introduits de l'espèce cultivée. Je rappellerai par exemple que l'introduction dans le blé de la résistance au kit inverse, donc le travail de Doucineau, cette résistance issue des Gilobventricosa a nécessité un transfert initial dans le dur, un doublement chromosomique à la colchicine, une hybridation suivie de rétrocroisement dans le bétane. Donc vous voyez que ce qui a été fait, peut-être on peut essayer d'éviter
de le faire avec l'édition des génomes. Comment? En ayant la possibilité de modifier les allèles directement dans les variétés. À partir de la connaissance d'allèles natifs ou issus d'espèces apparentées, on peut envisager de faire, peut-être c'est une image rapide, mais de faire du copier-coller dans les variétés élites. Ça va permettre d'exploiter mieux ce qu'on appelle les accessions sauvages, c'est tout ce qui est dans les espèces non cultivées qui pourrait être intéressant d'utiliser. Ça peut permettre aussi de faire ce pyramidage de gènes. Alors, pyramidage, ça veut dire on va mettre côte à côte un certain nombre de gènes, que ce soit des gènes majeurs ou des résistances partielles pour avoir des résistances plus durables. Pourquoi c'est plus facile de le faire comme ça que par hybridation? Mais encore une fois, parce qu'on va pouvoir le faire de façon très ciblée. Et puis, peut-être je rappellerai in fine que c'est quand même une réponse à la perte de solutions de traitement chimique et à la demande sociétale et politique, même si derrière il y a un défi majeur d'acceptabilité, si je rappelle une fois de plus qu'on passe par une phase transgénèse. Donc peut-être pour terminer, je pense qu'on est juste au début de l'utilisation de nos outils connus, on en a suffisamment d'exemples, elles sont maîtrisées, elles sont expérimentées, avec une ouverture scientifique et technique jamais égalée et encore, je dirais, insoupçonnée il y a une dizaine d'années. Cet outil, il ne remplacera pas de toute façon les approches classiques de génétique et d'agronomie ainsi que les pratiques culturelles, mais il apportera une solution complémentaire dans un contexte d'adaptation des pathogènes, des changements commerciaux, des changements climatiques qui amplifient les pertes de récolte en rendement et en qualité, principalement à la suite d'attaques de parasites, de virus, de bactéries ou de champignons. Et cet outil, et je le signalais ici, il participe à la réduction de l'utilisation des produits de traitement et c'est quelque chose qui est très important. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur l'utilisation des nouvelles techniques de transgénèse ou d'édition du génome lorsqu'on les applique à la santé des plantes. Voilà, je vous remercie. Ariane, ton micro. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui. Oui, Oui, pardon, j'avais du mal avec mon micro. Donc, merci beaucoup pour cet exposé. Alors, je vais inaugurer des questions. Alors, une première question de Dominique Job. La question est de savoir pourquoi certaines plantes sont résistantes à la transformation. Donc, est-ce qu'il y a des plantes encore qu'on n'arrive pas à transformer? Pourquoi? Et quelles sont les pistes pour résoudre cette question et contourner cet obstacle? En fait, il y a des espèces que l'on arrive à transformer, mais que l'on n'arrive pas à régénérer. C'est-à-dire que c'est la combinaison de deux choses. Il y a un processus moléculaire qui est celui de la transformation, et il y a un deuxième processus, c'est à partir de la cellule transformée qu'on va sélectionner de différentes manières, il va falloir régénérer une plante. C'est parfois sur ces deux étapes, alors simultanément ou non, que l'on a des problèmes. Il y a des plantes sur lesquelles, malgré, je dirais, les efforts qui ont été fournis, alors je pense à une plante en particulier pour avoir travaillé là-dessus il y a déjà très très longtemps, c'est le tournesol. Le tournesol, il a pratiquement été impossible d'obtenir des tournesols transgéniques, sinon de façon excessivement, je dirais, exceptionnelle, parce que ce qui pêchait, c'était la partie culture in vitro. Donc, il y a aussi eu une désaffection, je dirais, dans les années 2000, aussi une perte de compétences parce que certains chercheurs ont arrêté de travailler sur les techniques de culture in vitro. Mais c'est un petit peu la combinaison des deux. Et on a vu, par exemple, dans le cas du maïs, dans les années 90, c'était à peu près impossible. On a utilisé l'utilisation de microprojectiles jusqu'au moment où on a, et c'est une société japonaise notamment, qui a un petit peu révolutionné les approches de culture in vitro
et on peut aujourd'hui transformer du maïs, non pas des variétés élites malheureusement, mais transformer du maïs très facilement. D'accord. Alors, une autre question. Alors, c'est par rapport aux insectes. Donc, c'est André Fougeroux qui vous demande qu'il y a beaucoup de programmes de résistance contre les maladies des végétaux, mais peu sur les insectes. Donc, est-ce qu'on a des pistes et espoirs donc, pour lutter contre les maladies liées aux insectes, si je comprends bien? Alors, on a surtout jusqu'à présent, et c'est ce qui s'est montré le plus efficace, utilisé la variabilité des protéines de Bacillus thuringiensis. Si j'ai bonne mémoire, c'est à peu près 150 protéines différentes de différentes familles avec des cibles plus ou moins spécifiques. Alors, on a surtout, je dirais, quelque part puisé là-dedans. Il y a eu un certain nombre d'autres approches. Je pense aux approches d'inhibiteurs de protéases parce que l'insecte a besoin de digérer des protéines pour se développer. Ça a été d'un intérêt très, très, très limité. Il y a d'autres approches plus récentes qui sont dans l'utilisation d'ARN interférent. Ça a très bien fonctionné dans un cas un peu particulier, c'est la chrysomèle du maïs. Il y a des plantes qui sont en cours de développement, mais ça s'avère inefficace contre des lépidoptères qui, a priori, sont, je dirais, plus facilement atteints par toutes ces stratégies. Donc, si je résume, on a beaucoup utilisé Bacillus thuringiensis. Il n'y a pas beaucoup de grandes, je dirais, nouveautés qui présentent une efficacité, au moins au stade de, je dirais, de développement commercial en vue. Alors, une question de Jean-Pierre Termoz. Et alors là, alors, trouvera-t-on toujours des nouvelles sources naturelles de R ou T? Donc, je ne sais pas si Alain, vous pouvez traduire. Pour la sélection classique, au moins pour la décennie. Alors, c'est grand R ou grand T. Là, j'ai du mal à... donc, de résistance ou... Alors, la question plus globale, c'est est-ce que les ressources naturelles ont toutes été exploitées? J'imagine que non. Et quel est l'avenir, l'échelle possible par rapport à l'exploitation de ces ressources naturelles, en fait? Est-ce qu'on est loin d'avoir tout exploré? Est-ce que c'est une source encore de résistance possible, etc. Qu'est-ce qu'on... Je crois, alors, je dirais de façon générale, on est certainement très loin d'avoir exploré et exploité les ressources naturelles. Savoir quelle part on a exploité, c'est difficile. Comme on ne connaît pas ensemble, ça devient très difficile. Je reviens peut-être sur l'exemple des insectes tout à l'heure en ayant parlé de Bacillus thuringiensis. On va chercher dans le sol des tas de bactéries et aujourd'hui c'est plus facile parce qu'on n'a pas nécessairement à les isoler, mais on va simplement aller chercher directement leur ADN, des gènes, et par comparaison de séquences, on va pouvoir détecter une variabilité et l'exploiter. C'est quelque chose qui se développe. Il y a une société aux États-Unis que je connais qui fait cela et qui fait cela très bien. Donc, oui, il y a d'autres variabilités exploitables, a priori, même si on n'est pas au stade de la commercialisation. Cette variabilité, on ne la connaît pas. Alors, elle a peut-être aussi une spécificité. Je parle beaucoup des insectes, mais je n'imagine pas aller chercher dans des bactéries du sol une variabilité pour la qualité d'un grain de blé, par exemple. Donc, il y a peut-être des pistes un petit peu sélectives. Alors, une question sur la réglementation qui est importante. J'avais la même, hein, donc c'est Fabienne Auguet qui vous demande par rapport à la réglementation, alors par rapport à la proposition du Conseil d'État qui souhaite que les plantes issues de mutagénèse in vitro donc soient régulées de la même façon que les plantes transgéniques. Donc en fait, vous l'avez évoqué dans votre présentation, aux États-Unis, les plantes issues de CRISPR ne sont pas considérées comme des OGM puisqu'en fait on crée des mutations ponctuelles.
sans corps exogène, en fait. Donc, ce n'est pas la vision du Conseil d'État. Alors, premièrement, c'est un petit peu surprenant que ce soit le Conseil d'État qui ait à juger, je dirais, sur un plan scientifique, au final, quand même, de l'utilisation de telle ou telle technique. Je reviendrai un petit peu en arrière. C'est vrai que les États-Unis, et j'ai cité aussi l'Argentine, ont une approche qui est basée sur la science. L'utilisation de CRISPR, d'étalène ou d'autres systèmes d'édition des génomes n'est pas réglementée, et ce que les agences demandent, c'est de montrer, et c'est parfois des études et des analyses très complexes qui sont faites, de montrer qu'il n'y a pas d'ADN exogène et qu'il ne reste que la mutation, sachant que la mutation, finalement, naturellement, elle se produit et que si on la pousse un petit peu à se produire avec précision dans le gène qu'on souhaite, c'est simplement avoir la possibilité d'aller beaucoup plus vite que ce qu'on pourrait faire en allant chercher la mutation dans la nature. Donc ça, c'est un premier point. Cette approche scientifique, elle n'a pas complètement lieu en Europe, où il y a une question qui est plus... alors, peut-être à partir du principe de précaution, à partir d'idéologie, à partir de beaucoup de choses, je dirais, l'Europe et la France particulièrement au travers de cette décision est complètement engluée dans une situation dont il faut voir les conséquences. Les conséquences, c'est non seulement les agriculteurs ne pourront pas l'utiliser, on ne va pas pouvoir profiter des bénéfices, exemple la réduction d'utilisation des produits. On va par contre être amené à mettre en place des réglementations et des contrôles, parce que comment distinguer ce qui peut venir dans les échanges mondiaux de germplasme, de matériel génétique, comment distinguer que telle modification a été faite, je dirais, en Argentine en 2019 et qu'elle est chez eux non réglementée, qu'on va la retrouver chez nous complètement par hasard, sans même vouloir l'utiliser de façon volontaire. On va mettre en place des systèmes de contrôle et on va bloquer à la fois l'innovation, mais surtout en termes économiques ou en termes d'avantages même pour le consommateur, on va se retrouver dans une situation qui est intenable. Et donc justement, il y a une question annexe liée de Jean-Luc Régnard qui nous demande si l'évolution de la réglementation est favorable pour l'édition via CRISPR. Est-ce que justement toutes les méthodes de transgénèse via Agrobacterium notamment, donc les premières méthodes de transgénèse, ne vont-elles pas devenir obsolètes? Oui, si on rentre dans une espèce de petit jeu donnant-donnant, c'est-à-dire on va retirer ceci pour accepter autre chose, peut-être, mais je pense que ça sera certaines modifications obtenues par transgénèse ne peuvent pas être obsolètes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas introduire par édition de génome un gène de résistance aux insectes. Pourquoi? Parce qu'il n'en existe pas d'aussi efficace dans les plantes que les protéines BT, et même en modifiant des allèles, on ne va pas pouvoir changer beaucoup les choses. Donc, je pense qu'il y a encore un certain nombre de caractères qui doivent passer par la transgénèse, d'autres caractères passeront par l'édition des génomes, si bien entendu c'est une technique qui sera acceptée, ou les produits de cette technique seront acceptés, mais je ne pense pas qu'il faille opposer l'un et l'autre ou jouer l'un contre l'autre ou l'un après l'autre. D'accord. Alors, maintenant, il y a quelques questions liées sur les conséquences de la transgénèse, et notamment, une personne nous demande si l'édition des génomes peut-elle avoir un impact sur les qualités organoleptiques ou nutritionnelles de la production, donc les effets annexes de la transgénèse. Alors, sur la qualité, je l'ai souligné rapidement. Les systèmes d'édition du génome
sont particulièrement adaptés pour des modifications qualitatives. Alors, les modifications qualitatives, c'est aussi des résistances aux maladies, mais il y a eu des travaux qui ont été faits pour modifier. Alors, c'est vrai que je suis désolé, là, j'ai plus en tête les exemples, mais oui, on peut modifier les qualités. Il y a eu des qualités huiles qui ont été modifiées, il y a eu des qualités par rapport à d'autres composés. Je dirais a priori oui, mais je ne sais pas citer de qualité organoleptique particulière. Mais en tout cas, ce sont des techniques qui sont vraiment adaptées à la qualité. Une question de Marie-Thérèse Esqueré-Tugaillé. Est-ce que la résistance des plantes au champ des plantes éditées est-elle plus stable que celle des plantes transgéniques vis-à-vis des bactéries et champignons? Alors, encore une fois, je l'ai dit, c'est qu'on a vu avec les plantes éditées, c'est, je dirais, des résultats qui sont bien meilleurs que ceux qu'on a pu voir avec des plantes transgéniques. Pour avoir beaucoup travaillé sur la résistance aux champignons dans les plantes transgéniques, les différentes plantes transgéniques, on arrive tout juste à des résistances partielles. Là, ce qu'on a vu, et vous en avez vu quelques photos, on a des choses qui sont quand même proches d'une résistance complète, d'une résistance totale. Donc, moi, j'aurais tendance à dire aujourd'hui que oui, l'édition du génome permet d'aller plus loin sur les bactéries et les champignons, plus loin que ce qu'on a pu obtenir en transgénèse. D'accord. Alors moi, j'ai une question. Une question, là, c'est vraiment dans les prospectives, mais si on essaye de faire un lien avec l'actualité, donc on espère que le vaccin contre le Covid va arriver bientôt. Donc, c'est des techniques basées sur l'ARN. Oui. Est-ce que tu sais si il y a des prospections dans ce sens-là chez les plantes pour envisager de stimuler des actions de défense via l'injection d'ARN directement, en fait? Alors, je ne sais pas répondre, mais il y a quelques petits exemples. Je citais tout à l'heure l'utilisation d'ARN interférent contre le développement de larves de chrysomèles dans les plantes. Alors, c'est quelque chose qui est assez mal connu, mais en tout cas qui fonctionne. Alors, assez mal connu je dirais, dans le détail très fin du mécanisme. Oui, on passe par des ARN. Il y a eu un certain nombre, à ma connaissance, de sociétés donc, qui produisent des produits phytosanitaires qui ont essayé de créer des analogues d'ARN, je dis bien des analogues un petit peu stéréochimiques, pour les utiliser comme produits de traitement. Mais je n'ai pas d'exemple plus précis que cela sur l'utilisation d'ARN. C'est quand même une molécule qui est très instable. Oui, ouais, bien sûr. Oui. C'est la complexité de... Et on a parlé pour ces vaccins de nécessité de transport dans la carboglace à moins 80, donc c'est une des conséquences de leur instabilité. Oui, bien sûr. Et puis les techniques on ne peut pas vacciner les plantes une par une comme on le fait. Mais bon, c'est pour ça que j'imagine il y a des limites technologiques là qui arrivent. Très bien. Alors, j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions qui ont été posées. Non, voilà, il n'y en a plus. Donc, merci beaucoup, Alain. Encore une fois. Ah oui, alors je précise que toutes les questions démarraient par « Merci Alain pour cet exposé très clair ». Voilà, je précise, la majorité. Et donc, je vais passer la parole à Philippe Regnault, qui est en charge de conclure cette série de webinaires. Donc, Philippe Regnault est titulaire d'un doctorat en phytopathologie. Il est professeur à l'université de Littoral Côte d'Opale. Il dirige actuellement le laboratoire de santé des végétaux. Il est directeur scientifique santé des végétaux au sein de l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Il est en charge au niveau européen et national de la recherche, de la surveillance et de l'expertise sur tous les groupes d'organismes nuisibles pour les végétaux,
Donc, virus, bactéries, champignons, nématodes, insectes, acariens, plantes invasives. Donc, je crois qu'il est la personne idéale pour conclure cette série de webinaires. Et voilà, donc Philippe, je te passe la parole. Merci beaucoup, Marianne. Un grand merci pour cette introduction. Donc, je vais essayer effectivement de partager avec vous quelques éléments à peu près structurés sur la base des nombreuses présentations, toutes de très très haut niveau, hein, qui nous ont été données par les intervenants. Donc, j'ai passé en revue les principales présentations, les notes que j'avais prises, et donc j'ai essayé de dégager quelques messages que je vais tâcher de partager avec vous en essayant de galvauder le moins possible les contenus, bien sûr, hein, des intervenants, si jamais ils ne se retrouvent pas exactement dans ce que je retranscris, qui n'hésistent surtout pas à se manifester. Ce sera au contraire l'occasion d'échanges certainement enrichissants. Donc, avant de passer la présentation que j'ai construite donc récemment sur cette base-là, je voulais remercier bien sûr Yvette et le conseil scientifique, hein, de la SNHF, hein, pour la confiance qu'ils me font pour assumer cette mission, de tirer quelques traits conclusifs sur cette série de webinars que je qualifierais de miraculeuses, hein, puisque malgré ces conditions difficiles, eh bien, je pense que la SNHF et son CS peut s'enorgueillir des résultats au-delà des espérances, que ce soit en termes de participation quantitative, même en termes de participation qualitative, puisque je suis sûr que la nature même de l'audience a été elle-même particulièrement impactée dans le bon sens par rapport à ça. Et cette collaboration avec l'Académie d'agriculture et Agrignome, et je pense aussi, rien que sur cette base-là, quelque chose de tout à fait positif. Alors, je vais tâcher de faire monter la présentation dans les meilleures conditions. Voilà. Je vais simplement te demander, Marianne, de me confirmer si les diapositives sont bien en place. Est-ce que vous voyez bien la première diapositive? Oui, c'est parfait. Ok, parfait. Très bien. Alors, en fait, pour structurer mon propos, je suis tout simplement reparti du titre de cette série de webinars et des mots-clés qu'il contient, ce titre. Il est question de nature, il est question de ressources, notamment. Et ça me paraissait tout simplement impossible de ne pas démarrer avec un constat sur le côté surprenant donc, de la nature et de ses ressources. Cette année 2020 aura été une année de prise de conscience. Alors avec ce côté paradoxal, qui est que cette année qui avait été déclarée année internationale de la santé des végétaux par la FAO, elle l'est restée, bien sûr, mais elle est devenue une année internationale de problèmes de santé pour un très, très grand nombre de personnes, ce qui, finalement, n'a pas autant éclipsé que ça les enjeux qui nous concernent en santé des végétaux pour deux raisons. La première raison, c'est une conséquence pratique, qui est que l'année internationale de la santé des végétaux, peut-être ne le savez-vous pas tous, toutes et tous, elle a été, cette année, elle a été prolongée d'au moins 6 mois sur l'année 2021. Hein. Donc tout ce qui n'aura pas pu être fait dans les 12 mois prévus au départ pourra être fait sur une période ultérieure, et c'est quelque chose d'important d'avoir en tête. L'autre aspect positif, c'est que bien que ce virus responsable de la Covid en soit le principal vecteur, eh bien, ça aura permis de cristalliser, je pense, dans l'esprit du grand public, dans l'esprit des citoyens, mais aussi certainement dans l'esprit de certains scientifiques ou techniciens, l'importance de 3 éléments clés. Tout d'abord, l'importance de ce que c'est qu'une émergence. On le sait, des notions d'histoire nous montrent que les émergences de maladies ont été
dramatique à un très grand nombre d'époques, je ne vais pas revenir là-dessus. Peut-être qu'on l'avait oublié, peut-être qu'on le savait, qu'on ne voulait pas trop y croire, et puis finalement c'est arrivé, et donc ce sujet-là est redevenu de façon très très nette sur le devant de la scène. En santé des végétaux, ça a été le cas aussi. Peut-être avez-vous entendu parler de l'arrivée sur le territoire français de ce virus émergent, responsable d'une maladie sur la tomate qui était le TOBRV. Je reviendrai là-dessus un tout petit peu plus tard. Importance également d'une discipline centrale, l'épidémiologie. L'épidémiologie qui n'est plus à considérer comme une discipline qui fait partie de la phytopathologie ou des enjeux de santé des végétaux, mais qui devient de ce fait-là une discipline absolument centrale autour de laquelle, désormais, on doit avoir le réflexe d'articuler un très très grand nombre de choses. C'est vrai en santé humaine, c'est vrai en santé animale, et c'est évidemment vrai en santé des végétaux. Et puis la troisième prise de conscience, c'est celle sur l'aspect global de la santé. Donc ce concept-là, il est en train de prendre racine, si vous me passez l'expression, chez un nombre de plus en plus grand d'acteurs. La maladie de la Covid en est un exemple, mais on va, je pense, avoir l'occasion de constater l'existence d'un nombre d'exemples de plus en plus importants sur cet aspect-là des choses. On ne peut plus segmenter les différentes santé. Il n'y a pas la santé humaine à côté de la santé des animaux, à côté de la santé des végétaux, à côté de la préservation de l'environnement. Désormais, nous devons aller en direction d'une démarche concertée, intégrée, qui doit permettre un état sanitaire optimal de toutes ces composantes de la biosphère. Alors, l'autre mot-clé du titre de cette série de webinaires fait référence à la biologie contemporaine. Alors, cette biologie contemporaine, sur la base donc, des exposés qui nous a été permis de partager, elle est constituée d'héritages, bien sûr, et ils sont nombreux, et ils nous ont été rappelés, et parfois même, on oublie que ce sont des héritages de longue date. Ça, c'est un message très important, je pense, qui a été exprimé. Et puis, il y a également des ruptures, des surprises, des sources d'étonnement, et puis, parce qu'on est fait, en tant que scientifique, nous sommes là aussi pour nous émerveiller, parfois aussi des sources d'émerveillement. Alors, sur cette base-là, de nombreux enjeux, ça a été rappelé notamment dans l'exposé de Jean-Louis Bernard, qui finalement sont en continuité assez nette avec des enjeux qui sont hérités de périodes particulièrement reculées, qui sont parfois consubstantielles au début de l'agriculture. Donc des surprises, je vous l'ai dit, hein, qui sont peut-être encore plus nombreuses que ces enjeux en continuité. Et donc, avec ces deux facettes-là de continuité et de rupture, eh bien, on va tâcher de dégager un horizon global pour ce qui nous attend sur les différents sujets liés à la santé des plantes. Alors, à la continuité de nombreux enjeux, alors, clairement, hein, ça nous a été très très bien montré. La question de l'origine des maladies, de l'origine des infestations, elle est loin d'être nouvelle, même si on déploie, et c'est normal, des activités de plus en plus intenses, des technologies de plus en plus poussées pour ça. Le diagnostic, c'est un héritage depuis toujours. De même que l'épidémiologie, dont j'ai souligné le rôle de plus en plus central tout à l'heure, l'origine des épidémies, la façon dont elles se développent, c'est quelque chose qui a toujours constitué une préoccupation absolument constante. L'autre message, l'autre héritage, c'est que les pratiques au champ ont été, elles sont, et elles ont vocation à rester absolument déterminantes sur les enjeux de santé des végétaux. Donc l'agronomie, ou ce qu'on appelle même encore aujourd'hui l'agroécologie, ça aussi, c'est un héritage en ligne directe depuis toujours. Le fait que la nature peut nous aider, alors peut-être n'en avons-nous pas toujours conscience sur tous les aspects, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a vocation à être intégré de plus en plus. Ça transparaissait de façon très très nette hein, dans plusieurs des exposés. Il y a des modes d'action sur, par exemple, des outils de biocontrôle, sur, par exemple, des substances actives, hein, qui sont des produits phytopharmaceutiques, qui peuvent être bio-inspirés. Hein. On peut tout à fait, nous sommes tout à fait légitimes, nous avons vocation à nous inspirer de mécanismes naturels
pour concevoir des outils de lutte ou des outils de gestion des maladies. Et puis, bien sûr, le biocontrôle, hein, dont la philosophie même repose sur l'utilisation, la potentialisation en termes d'application des mécanismes naturels qui sont impliqués lors des interactions entre les plantes et leurs organismes nuisibles. Et puis, il y a aussi quelque chose dont il faut rester conscient, c'est un sujet de vigilance, vu l'importance des enjeux, c'est que le mieux, à notre insu, peut parfois être l'ennemi du bien. Ça nous a été clairement montré. Alors, on va penser bien sûr à l'impact sur l'environnement, sur la santé, éventuellement de tel ou tel produit, mais c'est loin d'être le seul horizon sur ce sujet-là. Les outils de biocontrôle, les substances naturelles, elles aussi peuvent avoir un impact, hein, il ne faut pas l'oublier et on ne peut pas absolument ne pas avoir ça en tête. Et puis, historiquement, en voulant lutter contre certaines maladies, on a également importé des végétaux qui se sont avérés être des voies d'entrée pour de maladies nouvelles qui ont eu, elles aussi, des impacts très, très importants. Voilà, donc ces enjeux-là, eh bien, ils accompagnent l'innovation en agriculture pour la santé des végétaux depuis toujours, et c'est bien sûr encore et toujours le cas. Alors à partir de là, quels sont les enjeux véritablement nouveaux ? Est-ce qu'il y en a tout d'abord? Eh bien, ces enjeux nouveaux, je crois qu'en fait, ils ont été parfaitement résumés dans l'introduction que nous a donnée Yvette Daté. On peut les exprimer en 3 mots, en termes d'efficacité, en termes de connaissance et en termes de durabilité. Le fait est, le constat est incontournable, qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'agriculture sans problème phytosanitaire. Nous sommes toujours confrontés à ces stars, malgré elles, de la phytopathologie, les mildious, les oïdiums, les pourritures, les rouilles. Elles sont encore et toujours partie intégrante de notre paysage. Et donc, nous devons nous poser légitimement la question des efficacités. Parce que désormais, l'efficacité, ce n'est plus que l'efficacité en termes de perte de rendement, c'est aussi l'efficacité environnementale, c'est aussi l'efficacité sociétale. Hein. On retrouve cette approche globale via le One Health, ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Et voilà pourquoi j'ai souligné ce S pour le pluriel d'efficacité. L'enjeu des connaissances aussi, parce qu'il est très clair que, vu les méthodologies nouvelles, innovantes, émergentes que nous avons à notre disposition, vu les approches de plus en plus intégrées que nous devons mobiliser, eh bien, l'avenir ne pourra se construire que sur la base de la diffusion, le partage, l'accumulation des connaissances. Tous les savoirs ont vocation à être mobilisés, que ce soit les savoirs de pointe, bien sûr, également les savoirs profanes, pourquoi pas, à partir du moment où une démarche de validation scientifique est là pour nous servir de repère. Hein. Pour considérer l'avenir de façon sereine, c'est quelque chose qui est absolument incontournable. Et puis enfin, l'enjeu de durabilité, parce que le caractère limité des ressources liées à la biodiversité, mais des ressources génétiques, on en a entendu parler encore tout à l'heure, c'est quelque chose qui constitue un patrimoine et non seulement nous devons nous attacher à avoir par exemple des résistances durables, mais nous devons aussi nous attacher à construire un patrimoine d'agrobiodiversité, y compris généré par les approches de sélection, par l'amélioration variétale, qui doit également nous permettre de construire l'avenir. Donc voilà pour ces 3 enjeux qui, je pense, sont particulièrement structurants à partir de cette année 2020. Alors des surprises, eh bien, il y en a eu peut-être en nombre encore plus important. Elles ont été, je trouve, très très clairement mises en évidence par un grand nombre de nos présentateurs. D'abord, il nous a fallu constater que, en toute humilité, eh bien, nous devons admettre que nous ne connaissons pas les plantes aussi bien que leurs organismes nuisibles. Hein. Les interactions sont le fruit de coévolutions qui se sont étalées sur des aires de longueur géologique, d'où une intimité mécanistique, eh bien, que forcément nous allons devoir attaquer avec beaucoup de patience et en mobilisant énormément de travail. Donc là aussi, encore un enjeu de connaissance qui est la conséquence de l'importance de cette coévolution. Et puis une question sous-jacente, est-ce que finalement, pour bien connaître ces organismes nuisibles, eh bien, finalement, les déterminants taxonomiques
sont vraiment les plus pertinents? Est-ce que finalement, on ne devrait pas les classer d'après les déterminants de leur pathogénicité? Et quand on regarde de plus près certains projets de recherche qui focalisent de façon directe sur le diagnostic, eh bien clairement, les régions des génomes qui sont impliquées dans les déterminants de la pathogénicité, du pouvoir pathogène, deviennent désormais des critères de classification des organismes nuisibles. Donc le constat qui avait été dressé par Yves Ansache là-dessus est particulièrement pertinent également. Alors, la surprise, c'est que parfois, eh bien, on pourrait être pris de la tentation de se décourager. Se décourager à cause de quoi? D'abord, du fait que ces organismes nuisibles chez les plantes sont particulièrement diversifiés. Si on compare à la santé humaine, à la santé animale, virus, bactéries, champignons, nématodes, oomycètes, plantes invasives, viroïdes, etc. Hein, c'est une diversité qui est absolument abyssale. Et qui forcément fait que nous sommes confrontés à une véritable arche de Noé phytosanitaire qui malheureusement n'est pas toujours facile à contenir. C'est Alain Roch notamment qui a parfaitement fait passer ce message-là. Et puis ce qui peut être aussi décourageant, c'est que nous travaillons quoi qu'il en soit, avec un certain degré de simplicité. Nous avons toujours tendance, dans nos démarches rationnelles, à vouloir simplifier les modèles. Et en face de nous, bien, nous avons l'environnement qui, lui, est d'une complexité toujours plus affinée. Et c'est souvent, ça a été dit aussi, l'environnement qui a le dernier mot pour le résultat final d'une interaction entre une plante et un organisme nuisible. Donc, face à ça, là aussi, il faut qu'on reste humble, il faut qu'on reste surtout pragmatique et qu'on sache toujours s'adapter en permanence à cette complexité dans l'environnement qui est souvent le dernier à déterminer le résultat d'une interaction entre une plante et son organisme nuisible. Un message, une bonne nouvelle, c'est que les plantes ont une immunité. Ça nous a été dit clairement, notamment par Yael Delhadji, par Marie-Noëlle Brisset. Les plantes ont une immunité de nature innée, c'est une différence avec l'immunité chez nous, par exemple, avec des composantes physiques, chimiques, également une composante volatile. Les plantes ne se déplaçant pas, elles n'hésitent pas à faire déplacer des molécules entre elles pour pouvoir faire passer certains signaux de défense. Et cette immunité, bien sûr, elle est mobilisable. Marianne parlait de vaccins tout à l'heure. Évidemment, on ne va pas se lancer dans une campagne de vaccination des plantes, mais en revanche, on peut tout à fait mobiliser, comme c'est le cas dans le cadre du biocontrôle, cette immunité. Cette immunité fait que les plantes sont impliquées dans une course aux armements. Alors, ça fait référence un petit peu à une époque désormais un peu datée, hein, qui était celle de la guerre froide. Mais cette course aux armements, c'est un fait, elle existe, du fait des effecteurs déployés par les organismes nuisibles, du fait des résistances déployées par les plantes, et ces réponses que se font au cours de l'évolution les différents partenaires de l'interaction pour toujours être sûr, entre guillemets, d'avoir le dernier mot, soit en termes de résistance, soit en termes de pathogénicité. Et puis, pour utiliser des terminologies guerrières, soit encore plus anciennes, soit au contraire à la pointe, eh bien, on s'est aperçu que les plantes maîtrisaient à la fois la surveillance de masse, on a vu notamment les molécules sentinelles hein, qui pouvaient être déployées, ou alors de façon en référence à l'Antiquité, elles étaient même capables d'adopter des stratégies de type cheval de Troie, puisque les effecteurs TELS bactériens étaient effectivement capables de manipuler le génome bactérien une fois qu'elles y avaient pénétré. Les plantes, encore une source d'étonnement, ne font pas seulement partie des écosystèmes, mais contiennent des écosystèmes. Donc, le microbiote, hein, tel qu'il nous a été présenté par Aurélie Deveau, c'est cet écosystème, ou ce sont ces écosystèmes qui sont hébergés par les plantes, qui sont aussi mobilisables, même si, comme elle l'a souligné, attention, les microbiotes n'ont pas de morale a priori. Hein, et je redirai un tout petit mot là-dessus tout à l'heure. Et puis aussi, le message important, c'est que les plantes possèdent plus d'une carte d'identité. Alors cette carte d'identité, elle est génétique, bien sûr. La lutte qu'on appelle la lutte génétique, l'utilisation des gènes de résistance, la manipulation des génomes sont basées là-dessus. Mais l'apport de cette thématique des microbiotes, c'est certainement ceci, c'est qu'une plante, ce n'est pas que son génome en propre. Une plante, c'est aussi cette association des micro-organismes qu'elle abrite, et ça doit aussi nous faire réfléchir
par rapport d'un point de vue conceptuel à ce que c'est une plante, bien sûr, mais aussi en termes de mobilisation, d'application de terrain. Ça doit nous amener à une certaine humilité. Peut-être que nous ne maîtrisons pas tout, loin s'en faut, en travaillant uniquement sur la plante et sur son organisme nuisible. Il y a peut-être tout un décor, toute une myriade d'intervenants, d'acteurs supplémentaires, que si on ne les intègre pas, eh bien on n'arrivera pas à trouver de stratégies suffisamment durables ou adaptées par rapport à ça. Alors, un petit mot sur le biocontrôle. Bon, c'est vrai que c'est une thématique que j'affectionne encore un petit peu plus, parce que bon, j'ai passé pas mal de temps dessus. Mais si je veux insister là-dessus, c'est parce que le biocontrôle est, de mon point de vue, un bon exemple, et ça peut paraître étonnant, de la façon dont on peut faire tomber les frontières entre certaines disciplines ou entre certaines perceptions des choses. Alors, l'une des grandes séparations qui existent dans l'esprit de pas mal de gens, c'est la séparation entre ce qui serait naturel d'un côté et ce qui serait chimique de l'autre. Eh bien, quand on regarde dans le détail ce que nous apporte le biocontrôle, sur la base pourtant de sa définition, c'est-à-dire qu'il a vocation à mobiliser des mécanismes d'origine naturelle, hein, c'est Alicia qui nous l'a rappelé dans son exposé, eh bien on voit que les frontières, elles ne sont pas du tout aussi nettes que ça, on peut même se demander si elles sont pertinentes. On a vu que des fongicides, des pesticides, pouvaient être biofongicides. Ça pose quand même question par rapport à cette frontière. On a vu également que des médiateurs, par exemple des phéromones, par exemple des chéromones, qui sont strictement d'inspiration naturelle, sont appelés médiateurs chimiques parce qu'on ne peut pas les utiliser, on ne peut pas les déployer sur le terrain sans faire appel en préalable à la chimie de synthèse. Donc on voit très bien que cette séparation, qui peut paraître très nette dans un certain discours, dès qu'on rentre dans le détail de la mise en application des choses, eh bien finalement, elle n'est peut-être pas aussi pertinente que ça. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut avoir présent à l'esprit. Autre frontière qui peut tomber, c'est cette frontière, entre guillemets, des forces du bien et des forces du mal. Je l'ai dit tout à l'heure, les grandes stars de la phytopathologie historique, mildiou, idiome, pourriture, etc., sont toujours des grandes préoccupations pour un très grand nombre d'agriculteurs de par le monde. Donc là, clairement, les objectifs éventuels, j'ose pas dire utopiques, d'éradication, sont désormais à considérer comme non réalistes. Et donc peut-être qu'il faut aborder une nouvelle approche qui est plutôt une approche de gestion. C'est clairement aussi quelque chose qui est affiché dans le cadre du biocontrôle. Nous devons apprendre à faire diminuer les taux de maladie à un niveau acceptable. Alors, cette acceptabilité, ça nous a été dit, elle est variable, elle est à adapter en fonction des circonstances, en fonction des objectifs, mais en tout cas, on est désormais sur une approche davantage quantitatif. Il nous faut trouver le curseur adapté en termes de gestion si on ne veut pas tout simplement se fixer des objectifs qui ne soient pas atteignables de façon irréaliste. Et puis enfin, l'autre type de barrière qui peut tomber quand on considère les 4 grandes philosophies de la pratique du biocontrôle, eh bien, c'est que le biocontrôle, il a vocation à perturber un certain nombre de mécanismes naturels et pas seulement à s'en inspirer, ou alors il a vocation à importer in situ, à un endroit où ils étaient absents du paysage des écosystèmes, des organismes qui, bien que complètement exotiques, bien que complètement exogènes, vont être les restaurateurs d'équilibre qui ont été perturbés. Et puis enfin, dernière frontière qui tombe, c'est celle de l'intégration. C'est-à-dire que le biocontrôle, visiblement, ne peut avoir des perspectives d'efficacité soutenable que si on l'intègre par rapport à d'autres types de stratégies. Un mot là-dessus pour la génétique. Alors, est-ce que la génétique va devenir désormais incontournable? Peut-on parler de génétique dans l'avenir pour tous, voire sur mesure? D'abord, la génétique, visiblement, c'est très clair, elle va rester la base des résistances. Alors, j'insiste sur le pluriel, ça a été très bien rappelé tout à l'heure par Alain Taupan. Il n'y a pas la résistance des plantes. Il y a des résistances partielles, il y a des résistances totales, il y a des résistances monogéniques, il y a des résistances oligogéniques, il y a des QTL, il y a des résistances locales, il y a des résistances systémiques. Donc nous avons tout un catalogue de résistances qui sont déterminées au niveau génétique qu'il nous faut considérer. Ces résistances, elles doivent contribuer à la préservation de ce que j'ai appelé tout à l'heure l'agrobiodiversité. Parce que eh bien, la génération de nouveaux cultivars,
d'une part, ou la mobilisation de ressources traditionnelles, d'autre part, doivent converger vers la construction d'un patrimoine qui doit être, alors sinon un bien commun, en tout cas des ressources mobilisables pour tout le monde dans le cadre de cette agro-biodiversité. Et puis, cette génétique, je voudrais dire ces génétiques, vont certainement devenir pour l'avenir une seconde pharmacopée. On a peut-être encore pour certains d'entre nous trop le réflexe de l'utilisation de la molécule ou des molécules pour résoudre des problèmes insolubles autrement. Eh bien, peut-être que ce sont la génétique ou les génétiques qui vont devenir une seconde pharmacopée, voire une seconde métapharmacopée. Pourquoi méta? Eh bien, parce qu'on voit maintenant que, en plus de la sélection classique, qui a toujours vocation à être mobilisée, en plus de la sélection assistée par marqueurs moléculaires, en plus de la culture in vitro, eh bien, la transgénèse, la cisgénèse, la mutagénèse ou encore l'édition des génomes sont autant de potentialités de production de génomes résistants, plus ou moins totalement, aux nouvelles maladies auxquelles nous allons être confrontés. Alors, il y a des enjeux sociétaux, il y a des enjeux réglementaires. Ce n'est pas nous forcément qui allons les faire évoluer. Nous sommes là pour faire évoluer les connaissances et être prêts le jour où la société sera prête pour que ces connaissances-là soient mises en application sur le terrain. Les mathématiques. Très clairement, les performances de plus en plus poussées des outils de calcul, de modélisation font que la jambe génétique va être accompagnée de la jambe mathématique pour faire progresser notre approche du terrain via des interfaces in silico. Et donc, cette capacité que nous avons de modéliser des invasions, de modéliser des disséminations, comme ça a été très bien montré par Candy Aboud, eh bien, nous permet d'approcher des introductions multiples ou encore des voies d'invasion qui, elles aussi, peuvent s'avérer multiples. Et c'est quand même une vraie rupture aussi par rapport à un passé encore récent. Alors, sur ces bases-là, pour terminer mon propos, sur la base de ces constats de continuité et puis de rupture, mais de rupture qui doivent poser maintenant le socle de nouveaux enjeux, quel est le nouvel horizon que l'on peut essayer de concevoir pour la santé des plantes? Alors, le nouvel horizon, tout d'abord, il peut être un petit peu anxiogène. À l'échelle, en tout cas, de mes activités professionnelles actuelles au sein de l'ANSES, on a fait le constat que, par exemple, jusqu'en 2019, il y avait 3 organismes nuisibles qui étaient particulièrement préoccupants pour ce qui est du décor phytosanitaire. Alors, vous en connaissez certainement au moins une partie. La bactérie Xylella fastidiosa, dont vous avez une photo sur Olivier, là, une photo des symptômes sur Olivier, représentée à gauche. Une autre bactérie, Candidadus liberibacter, qui est responsable de la maladie du Wang-Lombing sur les agrumes. Vous avez ici les symptômes correspondants sur une orange. Ou encore le nématode du pin, Bursaphelinincus xylophilus, qui est responsable de dépérissement, par exemple sur le pin, qui est présent sur la péninsule ibérique et dont on craint qu'il n'arrive un jour sur le territoire. On n'ose pas imaginer les dégâts s'il devait arriver au niveau du massif forestier des Landes, par exemple. Eh bien, en 2020, bon, je ne sais pas si c'est un hasard, mais en tout cas, ça légitime la prise de conscience de l'importance de ces enjeux-là. On a eu ni plus ni moins qu'un doublement du nombre d'organismes nuisibles majeurs qui sont susceptibles de provoquer des dégâts absolument considérables. 3 de plus. Par exemple, le virus émergent de la tomate, le TO-BRFV, qui est apparu en France donc au tout début du printemps 2020. Heureusement, les premiers foyers à ce jour sont éradiqués et on n'en a pas identifié d'autres. Mais ça montre que la santé des végétaux est elle aussi concernée par les émergences. Le Fusarium oxysporum et sa race tropicale 4, pour la femme spéciale responsable de la maladie de Panama sur le bananier, qui a été détectée sur le territoire de Mayotte, dans l'outre-mer. Et puis enfin, la mouche orientale des fruits, Bactrocera dorsalis, qui est présente sur l'île de la Réunion et dont on a intercepté des individus par 2 fois sur le territoire métropolitain. Donc vous voyez qu'en l'espace d'1 an, on a multiplié par 2 comme ça ces gros soucis, ces gros sujets de préoccupation pour l'état phytosanitaire de nos cultures. Ce qui montre que nous sommes à une époque relativement lourde et anxiogène par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il faut rester pétrifié? Est-ce qu'il faut rester inactif? Bien sûr que non, et tout un tas de stratégies, tout un tas de perspectives nous ont été offertes dans les exposés précédents.
Ce que je veux simplement faire passer comme dernier message, c'est le suivant. C'est que l'espoir résidera très certainement dans une approche la plus globale des choses, la moins compartimentée des choses, et j'en reviens au message du début de mon exposé. Et je veux faire un petit détour par ce qu'on appelle l'initiative ou encore le concept One Health, c'est-à-dire une seule santé. Alors au départ, ça ne concerne pas les végétaux. Hein. C'est un constat qui a été fait au début des années 2000, en l'occurrence 2006, qu'il y avait un grand nombre de risques qui étaient éco-épidémiologiques, c'est-à-dire avec une jonction entre des enjeux environnementaux, écologiques et des enjeux donc, sanitaires, et que souvent l'hyperspécialisation des approches scientifiques n'était pas suffisamment productive. Donc ça se veut de nature pluri-, inter- ou transdisciplinaire, avec au départ 3 composantes, l'espèce humaine, les animaux et l'environnement. Sachant que l'idée étant que la bonne santé de l'un doit s'accompagner de la bonne santé de l'autre. Alors effectivement, il y avait des constats à la base de ça, encore une fois, qui ne concernaient pas les plantes au départ, qui étaient que 60% des maladies humaines infectieuses étaient d'origine animale, que la plupart des maladies réémergentes ou émergentes sur le siècle passé étaient soit des zoonoses, soit des maladies vectorielles, ou encore issues de déséquilibres écologiques ou encore climatiques, et puis que la plupart des armes prêtes ou ayant eu vocation un jour à être mobilisées dans le cadre du bioterrorisme, pour 80% étaient d'origine animale. Alors à partir de là, quelle place pour les plantes? Et c'est certainement là que nous autres, dans la sphère de la santé des végétaux, nous avons absolument un message à porter. Parce que jusque-là, la santé des plantes était plus ou moins fondue dans l'environnement, elle était plus ou moins fondue dans les enjeux alimentaires. Pourtant, historiquement, vous le savez certainement, l'ergot du seigle était là pour constituer un excellent exemple de la contribution de la santé des végétaux à cette espèce, à cet enjeu, donc une seule santé, à cet enjeu One Health. Je ne vais pas reprendre d'exposé historique, hein. Jean-Louis Bernard avait, je pense, présenté les choses de façon suffisamment claire à ce niveau-là. Mais c'est un exemple qui montre que depuis toujours, finalement, cet enjeu-là, il existait. Mais cet enjeu, on le trouve ailleurs qu'en Europe et on le trouve encore aujourd'hui avec des exemples récents. Un exemple, le raie gras, utilisé pour la culture, donc pour la mise en place de prairies, peut être infecté par un nématode qui s'appelle Anguina funesta. Donc ça, c'est un problème qu'on rencontre aux États-Unis ou en Australie. Et le nématode peut lui-même héberger une bactérie qui s'appelle Rataillibacter toxicus. Eh bien, le problème, c'est que la bactérie provoque elle-même l'accumulation d'une toxine qui rend, via le nématode, le raie gras mortellement toxique pour le bétail. Ce qui fait que vous avez des prairies, c'est ce qui est indiqué en bas de la diapositive, qui deviennent tout simplement impropres pour l'élevage, qui deviennent des poisons et qui deviennent donc à reconsidérer en termes de vocation. Voilà un autre exemple donc, de cette approche One Health qui peut tout à fait être alimentée par les problématiques de santé des végétaux. Un autre exemple, celui de l'ambroisie. Cette plante qui est à la fois une mauvaise herbe, une adventice, qui concurrence les cultures et qui est aussi particulièrement allergisante. Vous avez certainement entendu parler de ça. Il y a un désormais immense quart sud-ouest de la France qui est concerné par ça. Les pollens d'ambroisie sont particulièrement allergisants. Il suffit de 5 grains de pollen par mètre cube d'air pour provoquer des rhinites, des conjonctivites ou des réactions d'asthme très fortes chez les sujets les plus sensibles dès la mi-août, avec un pic dans l'atmosphère de présence de pollen en septembre et en octobre. Donc là aussi, vous voyez qu'on ne peut pas séparer les enjeux. On a un enjeu de santé humaine qui est proprement lié à un enjeu d'agriculture et également à un enjeu environnemental, un enjeu d'équilibre des écosystèmes. Et puis enfin, dernier exemple, qui boucle un petit peu par rapport aux enjeux liés à l'utilisation de produits phytosanitaires, s'ils ne sont pas suffisamment raisonnés, c'est l'apparition de résistance à des molécules de la famille des azolées chez des micro-organismes qui sont des pathogènes humains. Donc on est vraiment là sur une thématique de jonction entre la protection des cultures et la santé humaine. Des infections nosocomiales peut-être provoquées donc au sein des hôpitaux par des champignons, par exemple Aspergillus fumigatus, par des levures,
Candida albicans. Par exemple, Candida albicans représente la 10e maladie en termes de rang liée aux soins et la 4e cause de septicémie qui sont constatées à l'hôpital. Donc 40% des cas sont fatals à l'échelle de 30 jours. Eh bien, on constate une augmentation régulière au sein de ces populations d'organismes nuisibles pour la santé humaine de résistance aux antifongiques qui appartiennent à cette famille des azolées. Et là, la conséquence, eh bien, c'est qu'on a une même famille de molécules chimiques qui est utilisée en agriculture pour la protection des cultures, qui est utilisée en médecine vétérinaire, qui est utilisée en antiparasitaire, en biocide, et qui est utilisée aussi en médecine humaine. Et malheureusement, la question se pose de savoir si on n'est pas en train de généraliser la diffusion d'une résistance avec ces conséquences que je suis en train de vous décrire. On n'a pas la question définitive, mais en tout cas, la question est posée, et ça montre encore une fois qu'on ne peut plus se permettre de compartimenter les différentes approches. Voilà. Je vous remercie. Je termine avec un dernier message qui est un message qui concerne un avenir très proche, qui concerne l'organisation du colloque en France en 2023, du prochain colloque qui sera le colloque international de la santé des végétaux qui aura lieu à Lyon sur la thématique donc une seule santé pour les plantes, pour les arbres et pour les cultures, qui sera organisé donc par nos collègues Mathieu Choquer et Nathalie Poussereau de l'Université de Lyon, en espérant qu'on pourra tous se retrouver physiquement en 2023 à Lyon à cette occasion-là. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Philippe pour ce dernier exposé qui synthétise bien l'ensemble des webinaires auxquels on a assisté. Alors, il y a 2 remarques et une question. Alors, 2 remarques de Jean-Luc Reignard qui spécifient qu'effectivement en agronomie, on distingue les innovations dites incrémentielles qui s'inspirent de la tradition et des innovations de rupture qui sont des changements de paradigme. Et il nous indique aussi que les pratiques agricoles innovantes peuvent viser à protéger les résistances introduites génétiquement, par exemple les mélanges variétaux. Donc, voilà, donc il n'y avait pas de question, mais il y a ce point sur les mélanges variétaux qu'il a voulu mettre en avant. Et oui, alors, effectivement, juste pour compléter un tout petit peu, cet exemple-là qui est proposé par Jean-Luc Reignard est lui aussi un exemple qui permet de faire tomber la frontière finalement entre ce qui est, entre guillemets, traditionnel, incrémentiel et ce qui serait de rupture, parce qu'effectivement, l'approche mélange variétal n'était pas, jusqu'à un passé récent, une approche particulièrement intuitive, en tout cas en termes d'application sur le terrain, et il a fallu qu'il y ait une certaine rupture, en tout cas en termes de prise de conscience et d'application sur le terrain pour que finalement la mise en place de ces mélanges trouve l'occasion de montrer sa capacité effectivement à faire progresser les choses à ce niveau-là. Oui. Et donc une dernière question de Carlos Munoz qui te demande ton avis ou votre avis, je pense qu'Alain peut être aussi consulté, sur les objectifs récents de la Commission européenne qui s'appelle de la ferme à la fourchette, donc F2F, et une transition vers un système alimentaire qui est sain, équitable et durable. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette stratégie-là. Bon, c'est des objectifs européens, hein, mais... Oui, après, peut-être qu'Alain a des réactions peut-être à faire partager sur des aspects précis de cette stratégie. Bon, de mon point de vue, elle couvre quand même un nombre d'enjeux particulièrement larges. Et je pense que les 3 objectifs que tu as rappelés, Marianne, sont des objectifs qui sont aujourd'hui consensuels. Moi, la traduction que j'en fais, c'est la suivante, c'est que cette stratégie, de mon point de vue, le principal défi, c'est celui-là, c'est de réunir autour d'une même communauté d'objectifs consensuels tous les acteurs concernés, du champ à la fourchette. Et ça, aujourd'hui, c'est pas encore gagné. Ok, alors, donc je ne vois plus de remarques à part des compliments sur ce très belle synthèse et résumé des séries de webinaires. Donc, merci encore. Alors, pardon. Ah, si, je vois que ça arrive.
Alors, Marie-Thérèse Esqueré qui nous fait une annonce en 2021, un colloque santé des plantes à Toulouse. Voilà, donc… je vous le disais, l'année internationale des végétaux va durer beaucoup plus d'une année et finalement, c'est une bonne nouvelle rétrospectivement. Oui, oui, oui. Nous sommes d'accord. Très bien, donc je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Je vais redonner peut-être la parole à Yvette, puisque c'est là, on conclut, on termine, et c'est grâce à toi, Yvette, qu'on est là aujourd'hui et que on a pu effectivement s'adapter et vaincre l'adversité. On est aussi des résistants. Donc, Yvette, je te laisse la parole pour conclure. Yvette, il faut que tu allumes ton micro. Voilà. Voilà, je disais merci Marianne, merci Alain, merci Philippe. Je pense, Alain et Philippe, que vous n'aviez pas la tâche la plus facile dans ce webinaire, parce que expliquer les nouvelles méthodes de génétique et faire une synthèse de tout ce qui a été dit, je crois que c'était très difficile, mais vous vous en êtes tirés tous les deux de façon remarquable, et vous verrez dans les questions et réponses que vous avez beaucoup de compliments auxquels je m'associe. Alors, il faut clore cette série de 5 webinaires. Ce qui m'a plu dans tout ça, c'est la largeur du public que nous avons pu toucher. L'un de vous, je crois que c'est Philippe, l'a dit tout à l'heure, mais nous avons eu des étudiants étrangers, nous avons eu des étudiants français, et à la SNHF, on a parfois du mal à faire venir des jeunes, parce qu'une société savante, c'est un petit peu vu quelquefois comme une vieille dame. Et nous avons eu ces jeunes qui sont venus, qui ont pris certains de ces exposés dans le cadre de leur formation, puisqu'ils m'ont demandé des attestations de présence, ils ont posé des questions. Et je trouve que c'est vraiment une richesse très, très importante de ce type de communication que nous appréhendions un petit peu au départ, parce qu'on se disait on va perdre la convivialité des colloques en présentiel. Eh bien, finalement, on perd cette convivialité parce qu'on ne peut pas discuter entre nous à la fin de chaque session comme on l'aurait fait si nous avions été en salle, mais on retrouve une autre convivialité peut-être plus large et je trouve extrêmement agréable. Donc, je voudrais remercier encore une fois l'Académie d'agriculture et de France, pardon, et Agrénium. Je remercie beaucoup Philippe. Et avant de passer la parole à Constant Lecoeur, je voudrais lui demander s'il a quelques mots à nous dire de cette organisation qu'il a bien voulu suivre avec nous. Et je le remercie beaucoup de son accompagnement. Philippe? Merci Yvette. Bah écoute, oui, je résumerai en 2 mots, hein, bonheur et gagnant. Alors bonheur parce que ça a été que du bonheur de travailler avec vous dans la préparation des webinaires, pendant les webinaires et surtout aussi la valorisation post-webinaire. C'était vraiment, voilà, donc je tiens à le souligner, c'est une collaboration mais vraiment idyllique. Et le deuxième mot, c'est gagnant, et je double gagnant-gagnant parce que je pense que ce partenariat qu'on a réussi à monter un peu dans la catastrophe, hein, il faut le dire, oui. Il a été gagnant pour vous, il a été gagnant pour nous, donc il a été gagnant pour vous puisque, comme tu le disais, Yvette, nous avons contribué à rajeunir la vieille dame que vous êtes, pas vous Yvette, mais la Société nationale d'horticulture de France. Et gagnant pour nous parce que, il faut bien le dire, hein, le fait que vous nous ayez confié la valorisation de vos webinaires sur notre chaîne YouTube a apporté une visibilité à cette chaîne qu'on n'avait pas connue depuis sa mise en place. Donc, c'est l'occasion pour moi de rappeler aussi que d'ailleurs que vos webinaires sont sur notre chaîne YouTube et de rappeler aussi que notre chaîne YouTube existe. Et c'est vrai que le fait de vous avoir embarqué dans notre chaîne fait que la visibilité pour cette chaîne est prodigieuse maintenant. Donc, merci pour tout. Voilà. Et je passe la parole à mon secrétaire perpétuel. Merci Philippe. Bien, bah écoutez, d'abord, moi je retiendrai
Madame la présidente du conseil scientifique de la SNHF, notre aussi membre de l'Académie d'agriculture, je retiendrai 2 points, moi. Un point félicitations, puis un point on est en phase. Hein. Le point félicitations, bah, félicitations aux intervenants. Hein, et en plus, ça intervenait aussi à un moment où on était année internationale. Nous avons démarré l'année 2020 par un colloque sur le One Health, santé des végétaux. On va le poursuivre avec ce qu'a annoncé Thérèse Esquerret tout à l'heure sur le colloque de fin d'année 2021 sur la santé des plantes encore, mais à Toulouse. Hein, donc là, on sera encore pour dire... On continue, donc félicitations hein, pour tout le travail que vous avez animé. Et j'ai trouvé aussi très, très remarquable, aïe, 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 j'ai ma sonnerie qui se met à brancher là. Bon, hein, tout ce travail remarquable qui a été fait par Philippe Regnault, qui est, je l'espère, un futur élu mercredi prochain dans notre académie. On l'accueillera avec grande joie et on espère que les suffrages l'accompagneront. Hein, donc, saluer tout ce travail, saluer les travaux scientifiques de haut niveau qui ont été présentés dans le secteur du végétal, saluer l'organisation. Hein, Yvette, remarquable, et on l'a dit ce matin dans notre petite réunion interne de l'Académie avec Philippe, que, bon, vraiment, on a eu beaucoup de plaisir à travailler avec Yvette, qui est très scrupuleuse, qui est très organisée, et on l'a vu hein, dans cette série de 5 webinaires, hein, comment elle a su manager avec des animatrices, animateurs, celui de Marianne, hein, mais tous la jante scientifique du secteur végétal que vous avez mobilisé. Alors, pourquoi l'Académie s'est associée en tant que partenaire dans cette série de webinaires? Bon, vous avez encore Philippe qui affiche une passion connaître, une ambition transmettre. Non, ne te cache pas, Philippe. Hein, une passion connaître, une ambition transmettre. On est vraiment au cœur de nos travaux. On est vraiment à ce qui anime l'Académie depuis 260 ans, bientôt, qui est vraiment de faire l'état de la connaissance en train de se faire, comment nous avançons, comment on a eu des surprises, comment on a des ruptures, hein, comme le disait Philippe Regnault, comment tout ça est dans ce qu'on orchestre dans l'innovation, dans le développement. Et là, je crois que tout ce travail remarquable que vous faites, que nous faisons, hein, est bien dans cette idée de faire l'état de la connaissance. Hein, et on l'a encore vu avec vous au cours de ces 5 webinaires. Nous, on le fait aussi pour transmettre, hein, une ambition de transmettre. C'est des séances publiques qui se tiennent aussi hebdomadairement depuis 260 ans, avec des comptes rendus, des avis d'académiciens. Hein, et pour vous dire que, vieille table aussi, depuis 2019, on a adopté un projet stratégique. Et dans le projet stratégique, c'est le premier point, c'est être à l'écoute de la société. Et je trouve que ce qu'a dit tout à l'heure Philippe Regnault, et voilà, comment tout ce qui était certitude devient incertitude, comment on écoute un peu plus la nature, comment on est, bon là, la société, et là, ses aspirations, et comment on doit aussi répondre, et en même temps éclairer les décideurs, et faire qu'on soit à l'écoute de tout ce qui se dit, se fait, hein, et en même temps de rétablir l'état de la connaissance. C'est aussi avoir une vision systémique, et là aussi Philippe Regnault a bien insisté, hein, avec ce concept de One Health. Hein. On voit bien qu'entre agriculture et alimentation, entre alimentation et santé, entre agriculture et environnement, comment on est bien à la liaison, hein, de ces champs scientifiques, et qu'on doit avoir une vue réellement systémique, une vue complexe, hein, qui fasse que chaque point est lié à un autre, et qu'on doit avoir là aussi, hein, une vision qui soit systémique et pluridisciplinaire. Notre troisième point, c'est développer le partenariat. Alors là, on est vraiment au cœur avec la SNHF, avec Agrignum, avec d'autres, pour faire que, voilà, on n'est pas tout seul. Il y a des publics divers.
Hein, on a aussi mené tout un travail auprès des jeunes, auprès de faire qu'on soit plurigénérationnel, intergénérationnel, que la société, ce n'est pas que des têtes blanches, la société, elle est de tous âges, hein, et de toute envie, de toute aspiration, de toute espérance, hein, et qu'on est là pour donner aussi cette vision, cette qualité de nos réflexions, et qu'on doit accompagner tous ces éléments qui vont faire qu'on va valoriser. Valoriser, c'est faire connaître, faire transmettre, et le transmettre avec les outils d'aujourd'hui. Hein, c'est que, bien sûr, l'Académie de 1761 n'avait pas les moyens d'aujourd'hui, mais quand on voit la qualité des correspondances de l'époque, de pays à pays, hein, des gens qui, de Lafayette à Jefferson, de Jefferson aux gens de Russie, etc., il y avait déjà une communication importante. Hein. Aujourd'hui, avec nos outils qu'on a, hein, on peut rapprocher les personnes, on peut rapprocher les idées, et qu'on est dans cette science à la fois en dynamique, et qu'on voit bien que dans cette science en dynamique, en développement, eh bien, les outils sont là pour éviter qu'on raconte n'importe quoi, que les fausses rumeurs, on y met, je ne dis pas fin, mais on y donne des réponses, hein, et qu'ensemble, en coopérant ensemble, on peut faire que les scientifiques expliquent, les scientifiques disent où on en est, hein, disent où on est dans, bien sûr, encore des incertitudes, mais qu'on puisse montrer, hein, qu'ensemble, par rapport aux fausses rumeurs, par rapport à tout ce qui se dit comme sornette, eh bien, on soit capable ensemble d'y remédier. C'est pour ça que je crois que notre coopération doit être fructueuse, qu'elle doit être à poursuivre. Merci Yvette, merci à tous les intervenants, hein, et merci aussi à Grenium, hein, à Aristide Boucaré. Vraiment, j'ai une pensée pour lui parce qu'il est au cœur de notre travail. Donc, merci et à une prochaine. Mais on a déjà des étapes, hein. On a eu à Lyon en 2023, 2021 à Toulouse. Donc, à nos prochaines étapes. Merci. Merci Constant. Merci à tous. Et je vous dis donc au revoir. Merci à tous les participants.